C'était une chaude après-midi de juillet. J'avais rendez-vous avec une trafiquante de bouquins qui avait réussi à me récupérer ce que je lui avais demandé. Elle m'avait donné rendez-vous dans son bureau particulier, dans une petite chapelle des bas-fonds de la ville. L'accès était difficile, mais elle m'avait dit que je pourrais passer par la petite porte dérobée à l'arrière de l'édifice. Bonsoir. Il paraît que vous avez trouvé le bouquin que je vous avais demandé. Samantha, qu'elle s'appelait, et c'est tout ce que je savais d'elle. C'est normal que vous soyez à moitié à poil, là? Détendez-vous, tout va bien. Non, ok, mais c'est surprenant de voir Si ça. vous n'êtes pas à l'aise, dites-le. Non, c'est très agréable. Puis vous savez, vous n'êtes pas la première femme que je vois dénudée, hein, Mais ne jouez pas un personnage qui ne vous ressemble pas. Son corps avait des courbes parfaites, comme si elle avait été polie, sculptée par le va-et-vient quotidien des vagues qui fouettent inlassablement son corps comme un galet humide au bord de l'océan. Mais de quoi on cause, là? Détendez-vous. Bon, vous avez mon bouquin? C'est lui, là, sur la table, là, je peux le prendre? Pas tout de suite. Attendez un petit peu. Attendre quoi? Détendez-vous. Oui, ok, mais je croyais que notre relation était purement professionnelle. Tout va bien. Ça doit rester une partie de plaisir. Bah, si vous voulez, mais Et surtout, pas de pression. Une marée de désir montait en moi alors que je m'approchais du but. Pas farouche, la Samantha, et elle allait enfin m'offrir ce que j'étais venu chercher. Salut YouTube. Aujourd'hui, je vais vous narrer avec cette verve épique qui me caractérise mon amour pour les aventures de l'araignée datant des 70s. En effet, nous allons parler de l'intégrale Panini consacrée à Spider-Man qui rassemble toute la production arachnéenne de l'année 1975, c'est-à-dire que ça correspond aux épisodes de l'Amazing Spider-Man 140 à 151, auxquels s'ajoutent les Giant Size Spider-Man 4 et 5. Pourquoi parler de cette année 75, me demanderez-vous? Eh bien parce que c'est la période du tisseur que je préfère, n'en déplaise aux rageux et autres gelés de cons. Devriez vous détendre. Il suffit de lire cet album pour se rendre compte qu'en cette année 1975, Spider-Man s'affranchit de plus en plus de Stan Lee et de John Romita Sr. Les nouveaux créateurs sont talentueux et donnent remarquablement vie à l'univers du tisseur. Les meilleurs bossent sur ce titre avec Jerry Conway, l'assassin de Gwen Stacy, le génialissime Ross Andru, le talentueux Archie Goodwin et le maître Jill Kane. Personnellement, j'aime beaucoup cette époque car elle correspond à mes premières expériences de lecteur de Marvel avec la découverte de l'araignée sous les traits de Ross Andru. Alors forcément, pour moi, c'est de la Madeleine de Proust savoureuse et plein de volupté. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous savez que j'ai découvert Marvel dans le Strange 107 avec les dessins merveilleux de Ross Andru à travers un épisode génial où l'araignée affronte le Punisher et le Chacal. Ce personnage costumé avec ses grandes oreilles de chauve-souris et la veulerie fangeuse de son regard déviationniste m'avait totalement fasciné. En préparant cette émission et en feuilletant les Stranges correspondant aux épisodes de cet album Panini, j'ai pu reconstituer de nouveaux éléments du puzzle de mes souvenirs. Car je me suis rendu compte que j'avais lu à l'époque d'autres Stranges que le numéro 107, à commencer par le numéro 113, dont la couverture est absolument fabuleuse. Ah oui, c'est mieux que le sexe. C'est mon cousin, celui qui m'avait donné le Strange 107, qui m'avait prêté ce Strange 113, où l'araignée était confrontée aux illusions de Mysterio. Une scène m'est revenue en tête au moment de cette relecture, celle où l'araignée se retrouve en face de tous ses ennemis. Cette case m'avait impressionné en tant que gamin, tout comme les suivantes où il frappe le mur et où il se bousille les mains. C'est à cette occasion que j'avais pu me rendre compte que le tisseur avait un mécanisme logé dans la base du poignet, lui permettant de lancer sa toile. Et alors je me souviens aussi que mon meilleur ami m'avait prêté le Strange 114, épisode hallucinant où l'on voit en dernière case de l'épisode Gwen en chair et en os, triomphante de sensualité épanouie. C'est fou comme la mémoire stocke des données oubliées dans ton cerveau, et un jour à l'occasion d'une expérience quelconque, le passé revient te montrer des images que t'avais oubliées. Mais je m'égare de Montparnasse, bien que pas trop en fait, vu que cette chaîne est aussi consacrée aux souvenirs d'enfance, et sans plus tarder, revenons à cet album Panini. Il a la particularité de rassembler toute la saga du clone. Et quand je dis la saga du clone, je parle bien sûr de la seule, l'unique, celle de Jerry Conway et de Ross Andru. Pas cet immonde étron de 1994 dont les 10 premières pages m'ont arraché quelques spasmes convulsifs et un cri de type En tant que vieux con qui ressasse le passé, il n'y a qu'une seule saga du clone pour moi, celle de 1975. Celle où Gwen Stacy revient tourmenter le pauvre Peter qu'on croyait pourtant connaître par cœur. C'est en fait avec Marvel que j'ai découvert le clonage. Le gamin que j'étais s'émerveillait devant cette technique de comics, pensant à l'époque que ce n'était pas possible, mais que ça serait épatant de pouvoir le faire. À cette époque, les questions de bioéthique, je m'en tapais. Le clonage humain était fantastique et ça m'émerveillait. D'ailleurs, j'avoue que si on veut bien me cloner la jolie Scarlett, pour que j'en ai un exemplaire chez moi, je ne vais pas jouer les ayatollahs de la bioéthique. Quoi? Ah, on me fait signe que ma femme n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Bon bah, revenons à nos moutons.
J'adore la saga du clone, car c'est avec elle que j'ai eu ma première expérience Marvel. En la relisant avec mes yeux d'adulte, je me rends compte du contexte de l'époque et des raisons de cette saga. Fin 1975, Gerry Conway quitte le titre, mais avant de partir, il va nous livrer une longue aventure qui a pour but de ramener à la vie la regrettée Gwen Stacy. Plutôt que de ressusciter une morte, la théorie du clonage pour ramener Gwen était très originale à l'époque. Aujourd'hui c'est banal, mais pour l'époque c'est péchu. La disparition de Gwen avait suscité des réactions très violentes et râpeuses comme le bas d'Iran agresse et laisse en bouche le goût âpre et grossier des cépages pierreux. Dans les festivals ou les universités où se tenaient les conférences sur les comics, les lecteurs insultaient Stan Lee. Pressé par les fans fous furieux et un nombre incroyable de lettres pleines de haine envers la rédaction, Stan Lee, qui avait toujours douté de la nécessité de supprimer Gwen pour relancer la série, charge Conway de ressusciter la blonde. Gerry Conway refuse dans un premier temps car il a tellement de choses à raconter, mais son patron insiste et finalement, il cède. Il a dû faire bouger l'inextricable salmigondis de neurones de sa tête pour faire revenir la poulette. En fait, il ne fait pas revenir l'original mais son clone, et c'est alors qu'il se rend compte du potentiel qu'offre cette nouvelle intrigue. C'est que notre brave Peter risque d'y laisser des plumes et de la santé mentale. Et c'est ainsi que la saga du clone naît. Je suis sûr que vous avez apprécié cette suave anecdote, toute nimbée d'érudition tendre et poétique. Tout est bon dans le scénario. Gwen est de retour, mais étant un clone avec des souvenirs différents, elle ne peut pas vivre une histoire d'amour avec Peter. Elle décide donc de partir et de ne plus jamais revenir, et cela en fait un final terrible pour le pauvre Peter. Cette dernière case m'émeut toujours. Ah bah oui, je suis très fleur bleue. De l'autre côté, il y a Mary Jane, qu'il aime et avec laquelle il a l'intention de construire une relation sérieuse. Ce retour de Gwen, même si elle est un clone, a eu le mérite d'apaiser la colère des lecteurs. Et rapidement, une évidence est faite pour ces mêmes lecteurs. Si la vraie Gwen avait été ramenée à la vie, Mary Jane n'aurait plus aucune place dans le cœur de Peter et serait condamnée à devenir une vieille fille au cul désirité dont l'unique vocation serait de s'asseoir. C'est clair, Conway a bien rempli sa mission, en apportant apaisement et une intrigue qui retombe sur ses pieds sans être tirée par les cheveux. Bravo monsieur Conway, votre histoire, elle passe crème. Ah! Dans cette saga, on rencontre quand même des personnages somptueux comme Tarantula. La baston qu'il livre contre le tisseur sur les hauteurs des toits new-yorkais, qui culmine à pas mal de mètres, est absolument géniale. Non. Nous avons pu la lire dans le Strange 116, ce même épisode où on finit par découvrir l'identité du chacal, le professeur de biologie de Peter Miles Warren. Et dans l'épisode suivant, on apprend toute la genèse de la vengeance de Warren. Comment il aimait secrètement Gwen Stacy, comment il a été dévasté par sa mort, et comment il a reporté la faute sur Spider-Man. Utilisant l'ADN de Gwen, il en a fait un clone. Mais l'un des étudiants de Warren, un certain Serba, s'est rendu compte de ce qu'avait fait le professeur. Warren l'a alors étranglé, mais l'esprit dérangé du professeur a refusé cette triste réalité, et rapidement il a mis ce crime sur le dos d'une autre personnalité qu'il a surnommé le chacal. Bref, il a cloné Gwen Stacy et il l'a reconditionnée pour qu'elle ait les mêmes souvenirs que la Gwen originale dans l'espoir de l'utiliser contre Spider-Man. Après une baston où le chacal met une véritable branlée à Spider-Man, chose qui n'avait pas manqué de me marquer à l'époque, l'intrigue se poursuit avec l'araignée qui constate que le chacal a également créé un clone de Spider-Man pour qu'ils se battent. Pour aggraver les choses, le chacal a capturé Ned Leeds et l'a lié à une bombe prête à exploser. L'âme écorchée comme Lamartine et le cœur en pleurs comme Chopin, le clone de Gwen n'accepte pas que le chacal ait recours au meurtre et les mots de la jolie blonde frappent la corde sensible de Warren qui se rend compte qu'il n'y a pas de chacal et seulement Miles Warren. Il est le seul coupable du crime de Serba et que potentiellement il est capable de tuer à nouveau des gens. Sortant de sa démence, Warren essaie de se racheter en libérant Ned Leeds. Cependant, il ne parvient pas à se débarrasser de la bombe à temps et cela semble le tuer. L'explosion provoque également l'effondrement d'une partie du stade où sont regroupés tous les protagonistes. Le Spider-Clone est apparemment tué. Dans l'épisode suivant, on verra l'araignée se débarrasser de son clone dans un incinérateur, et ce qui est amusant, c'est que le doute plane à la fin de l'épisode. Est-ce le clone qui a été tué ou le vrai Peter? J'ai longtemps fait partie des lecteurs qui étaient persuadés que le vrai Peter était mort. Une case a suffi à mettre le doute. D'un point de vue moral, l'incinération répugnante du clone a de quoi interpeller le lecteur. Certes, ce n'est pas l'araignée qui a tué son double, mais légalement, a-t-on le droit de brûler un cadavre comme ça? Je ne pense pas. Bah, le pauvre Spidey n'en est pas à une infraction prête avec la loi. L'album Panini nous relate donc ces épisodes et je me suis régalé à les voir défiler devant mes yeux, car il faut bien le dire, me mettre ce genre de comics devant le nez m'offre le pouvoir de redevenir un gosse. Oui, outre la pétillante exubérance de mes yeux qui font mouiller bien des culottes, cette blague était de très mauvaise qualité. J'ai cette capacité de suspension d'incrédulité et de revivre au fil des pages des émotions que je croyais perdues à tout jamais. Outre la saga du clone, l'album nous montre des personnages hauts en couleur, comme le Grizzly avec sa trogne maflue de chanoine lubrique dans l'Amazing Spider-Man 140, ou même le Scorpion dans une aventure pleine de coups et de rebondissements. Enfin, notons aussi la présence du Choker. Il y a également deux aventures très prenantes avec Mysterio dans l'Amazing Spider-Man 141 et 142. L'ancien Mysterio étant mort, c'est un certain Danny Beckart qui bossait autrefois avec le vrai Mysterio qui a pris sa relève.
Bénéficiant des gadgets du premier Mysterio, Danny veut venger son ancien pote. J'aime beaucoup cet épisode, mais c'est probablement parce qu'il est l'un des premiers que j'ai lu dans mon enfance. Ouais, enfin, je ne vais pas revenir sur les dessins de Ross Andru qui sont terriblement ensorcelants. Conway introduit également un nouveau criminel d'origine française dans l'Amazing Spider-Man 143, un certain Cyclone qui n'a pas enthousiasmé les lecteurs. Condamné à devenir un vilain de série B, Cyclone n'a pas été aimé parce qu'il est français et que pour les ricains, ces mangeurs de baguettes sont tous des couards et sournois à l'image de Batroc. L'album Panini nous présente ensuite le Giant Size numéro 4. Cette aventure avec le Punisher a été publiée dans le Special Strange numéro 3 de mars 1976. Vous avez vu comme il est beau mon Special Strange ? Hein ? Il est swag, hein ? Alors, pour la petite histoire, Lug a été obligé de censurer des images plutôt dégueu du Giant Size numéro 4. Ainsi, les éditions Lug ont effacé le front perforé et sanguinolent de la racaille abattue par le Punisher. Il n'y a pas non plus de scène de décomposition sous l'effet d'un gaz acide comme dans l'original. Tout comme dans la dernière scène où le vilain se décompose de façon atroce, mais là, ça ne serait pas passé en France. Il en est de même pour le Giant Size numéro 5 que nous n'aurions jamais pu lire dans Strange, vu qu'il y avait le lézard et sa queue gênante pour la censure catho-bolchevique française et son attirail moralisateur apte à défricher les consciences juvéniles. De même, il est clair que Man-Things, monstre I2 et I2, oui, il l'est doublement, ne pouvait pas passer sans froisser ces bonnes gens assassins des revues Fantasque et Marvel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce magnifique album Panini qui regroupe l'incroyable saga du clone qui arrive encore à faire de moi un quadragénaire figé dans un sourire définitif de béatitude naturelle. Ces histoires sont forcément sacrées pour moi puisque j'ai commencé à lire Spider-Man avec ces aventures-là et aucun de vos arguments de moldu ne pourront me faire changer d'avis sur la question. Mais il est temps d'arrêter là mon ode au bon vieux temps car nous ne devons pas abuser de la nostalgie fiévreuse à l'instar de celle qui m'habite, c'est drôle ça, car à la longue elle peut faire mal au ventre comme de la moule pas fraîche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Non, Abdel Raf Dafri. Je sais pas, ça vous dirait que par exemple, bah, je vous montre ma collection de Special Strange. Détendez-vous, tout va bien, ça doit rester une partie de plaisir. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.